Tout l'argent que mon père avait englouti dans ce mariage, les roses blanches importées par avion d'Équateur, le quatuor à cordes venu de Lyon, le gâteau à 5 étages qui coûtait plus cher que ma première voiture. Et l'homme que j'étais censé épouser n'avait même pas eu la décence de répondre à mon SMS. Mon patron, un homme d'affaires millionnaire, s'est penché assez près pour que je puisse sentir son eau de Cologne, son souffle chaud contre mon oreille, et a chuchoté les quelques mots qui allaient faire exploser ma vie entière. Fais comme si j'étais le marié, Camille. Je me tenais dans la suite nuptiale du domaine de la Roseraie à Neuilly-sur-Seine, fixant mon reflet dans un miroir doré qui était plus vieux que ma grand-mère. La robe que ma mère avait choisie pour moi, car bien sûr, c'était elle qui l'avait choisie, elle était une création sur mesure de chez Givenchy avec assez de perles brodées pour aveugler un petit pays. Elle avait coûté 40 000 €. Mon père avait signé le chèque sans scier. C'était le genre de famille dont je venais, le genre où l'argent résolvait les problèmes, couvrait la honte et achetait le silence. Le genre où la mariée était la dernière personne à qui l'on demandait vraiment son avis. Je m'appelle Camille Beaumont. J'ai 29 ans. Je travaille comme responsable de la stratégie marketing pour Lemaire & Moreau, un fonds de capital investissement basé à La Défense. Et 3 heures avant ce moment, j'étais une femme sur le point d'épouser Arthur de Chabrol, l'héritier de la 3e plus grande entreprise de logistique maritime de France. Arthur et moi étions ensemble depuis 4 ans. Nous étions fiancés depuis 14 mois. Notre mariage comptait 300 invités qui attendaient dans une salle de bal en marbre au rez-de-chaussée, des députés, des gestionnaires de fonds, les partenaires de golf de mon père, les camarades de promotion d'Arthur à HEC, la crème de la vieille bourgeoisie, tous sirotant du champagne. Tous attendant que la mariée marche vers l'hôtel. Il y avait juste un petit problème. Le marié avait disparu. Camille, ma chérie, il faut que tu respires. Ma demoiselle d'honneur, ma petite sœur Victoire, était assise sur le bord de la Méridienne, son téléphone à la main et une expression sur le visage qui m'indiquait qu'elle s'apprêtait à dire quelque chose que je ne voulais pas entendre. Il ne répond toujours pas. Aucun de ses témoins ne répond non plus. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose, ai-je répété, ma voix sonnant plate et lointaine, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Il est probablement coincé dans les bouchons. La circulation en sortant de Paris est folle le samedi. Victoire mentait. Je le savais parce que son sourcil gauche faisait ce petit mouvement qu'il faisait quand nous étions enfants, qu'elle avait cassé quelque chose et essayait de mettre ça sur le dos du chien. Je suis sûr qu'il est en route. Vic. Je me suis détourné du miroir. Ça fait 3 heures. Je sais. Il devait être là à 13 heures. Il est 16 heures. Je sais, Camille. Son témoin vient de dire à papa qu'il n'a aucune idée d'où se trouve Arthur. Je sentais ma voix commencer à trembler, et je me détestais pour ça. Ses parents ne l'ont pas vu depuis hier soir. Son téléphone est éteint. Son assistant est sur répondeur. Sa voiture n'est plus au parking de l'hôtel. Victoire a ouvert la bouche, l'a refermée, a réessayé. Il y a peut-être une explication. Vic. Je me suis assise lentement sur le tabouret devant la coiffeuse, et 40 000 € de robe se sont affaissés autour de mes chevilles comme du champagne renversé. Il ne viendra pas. Il y a eu un long et lourd silence. Et puis on a frappé à la porte. Ce n'était pas Arthur. C'était mon père, Gérard Beaumont, 71 ans, le genre d'homme qui avait bâti son empire immobilier à partir d'un simple parking à Aubervilliers, et qui n'avait pas souri en public depuis 1998. Il est entré dans la pièce, et j'ai vu son visage faire quelque chose que je ne lui avais jamais vu faire auparavant. Je l'ai vu s'effondrer. Ma petite Cam, a-t-il dit doucement, et mon père ne m'avait pas appelé comme ça depuis que j'avais 7 ans. C'est à ce moment-là que j'ai su. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment, finalement compris. Papa. Ma voix était plus faible que celle d'une mariée ne devrait jamais l'être. Que s'est-il passé? Il a fermé la porte derrière lui. Il s'est assis sur la Méridienne à côté de Victoire. Il a pris une lente inspiration, le genre d'inspiration que prend un homme lorsqu'il s'apprête à annoncer une nouvelle qu'il a passé la dernière heure à répéter dans sa tête. Je viens de raccrocher avec Henri de Chabrol. Henri était le père d'Arthur. Et je vais te dire la vérité parce que tu mérites la vérité. Arthur est à Saint-Barthélemy. Il est parti hier soir à bord du jet de son père. Il y est depuis 2 heures du matin. Il est, aux dernières nouvelles de cet après-midi,
avec une femme nommée Chloé Valois, qui, je crois, est l'une des collègues de ton futur mari. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas scié. Je suis juste restée assise là, sur un tabouret en velours, dans la robe la plus chère que j'ai jamais portée, dans une pièce remplie de fleurs que je n'avais pas choisies, et j'ai écouté mon père me dire que l'homme avec qui j'avais prévu de passer ma vie m'avait abandonné sans un SMS. Sans un appel, sans la courtoisie humaine fondamentale d'un au revoir. Il ne viendra pas, ma chérie. Non, ai-je dit. J'avais deviné. Il a demandé à son père de s'excuser auprès de nous. Henri est dévasté. Il est prêt à couvrir chaque centime des frais du mariage. Il est prêt à faire une déclaration publique. Il est prêt à, papa. J'ai levé la main. S'il te plaît. Mon père s'est tu. Il y a 300 personnes dans cette salle de bal. Je sais. Il y a des journalistes de Paris Match. Je sais. Tous les gens que j'ai connus dans ma vie entière sont assis en bas à attendre que je marche vers l'hôtel, et je dois aller leur dire que l'homme que j'aime s'est enfui à Saint-Barth avec quelqu'un qui s'appelle Chloé. Camille, nous pouvons gérer ça. Nous pouvons leur dire qu'il y a eu une urgence. Nous pouvons. Puis-je avoir une minute, s'il vous plaît? Ma voix s'est brisée. Puis-je juste avoir une minute seule? Mon père et ma sœur se sont regardés. Puis ils se sont tous les deux levés, se sont approchés, m'ont embrassé sur le sommet de la tête comme ils le faisaient quand j'étais petite, et m'ont laissé seul dans une pièce remplie d'orchidées et du fantôme d'un mariage qui n'allait jamais avoir lieu. J'ai fixé le miroir pendant un long moment. Je n'ai pas pleuré. Je crois qu'une partie de moi attendait encore la chute de la blague. Une partie de moi attendait encore qu'Arthur passe la porte, se mette à rire et me dise que c'était la pire farce de l'histoire de l'univers et de s'il te plaît lui pardonner parce qu'il m'aimait, il m'aimait, il m'aimait. Mais la porte ne s'est pas ouverte. Enfin, pas pour lui. Quand la porte s'est finalement ouverte, environ 20 minutes plus tard, je ne me suis même pas retourné. J'ai supposé que c'était Victoire qui revenait me dire que les invités s'impatientaient, que mon père voulait savoir comment je voulais gérer l'annonce, qu'il fallait annuler le traiteur, appeler le photographe, annuler ma vie entière. On m'a dit de ne pas monter ici, a dit une voix derrière moi. Alors naturellement, je suis monté. Je me suis retourné. Debout dans l'encadrement de la porte se trouvait mon patron, Julien Lemaire, 41 ans, cofondateur et directeur général de Lemaire et Moreau, l'homme sous les ordres directs duquel j'avais travaillé ces 3 dernières années. L'homme qui m'avait embauché à 26 ans quand toutes les autres entreprises de la défense m'avaient dit que j'étais trop jeune et inexpérimenté, l'homme qui avait validé ma promotion à 2 reprises. L'homme qui s'était présenté à ma fête de fiançailles au printemps dernier dans un costume gris anthracite avec un sourire forcé que j'étais alors trop éperdument amoureuse pour remarquer. Julien. J'ai cligné des yeux. Que faites-vous ici? Votre père m'a invité au mariage. Il est entré dans la pièce et a fermé la porte derrière lui. J'étais assis au 3e rang, et je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer qu'il n'y avait pas de mariage. Oui. J'ai laissé échapper un rire qui ressemblait au bruit de quelque chose qui se brise. Oui, je suis au courant. Votre sœur est en bas en train d'essayer d'empêcher 300 personnes de déclencher une émeute. Votre père est au téléphone avec son avocat. Votre mère boit ce que je crois être sa 4e coupe de champagne. Cela me semble être un bon résumé. Camille. Il a traversé la pièce lentement. C'était un homme grand, svelte, avec des cheveux bruns commençant à grisonner aux tempes et des yeux de la couleur d'un thé léger. En 3 ans, il ne m'avait jamais touché une seule fois, pas même pour une poignée de main un peu trop longue. Mais là, il s'est arrêté à environ 1 mètre de moi, et il a fait quelque chose que je ne l'avais jamais vu faire auparavant. Il avait l'air nerveux. Puis-je vous poser une question? Je ne suis vraiment pas d'humeur pour une réunion d'équipe, Julien. Ce n'est pas une réunion d'équipe. Je l'ai regardé. Votre père m'a dit ce qu'Arthur a fait. La mâchoire de Julien s'est contractée d'une manière que je n'avais vue que lors des réunions du conseil d'administration lorsqu'il s'apprêtait à licencier quelqu'un. Et je veux vous demander quelque chose, je veux que vous répondiez oui ou non, et je veux que vous sachiez qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Voulez-vous vous marier aujourd'hui? Je l'ai dévisagé. Quoi? Voulez-vous marcher vers cet hôtel aujourd'hui, dans cette robe, devant ces 300 personnes, et vous marier? Parce que si la réponse est oui, je peux faire en sorte que cela arrive. Et si la réponse est non, je descendrai tout de suite et je dirai à chacun d'entre eux que vous avez la grippe,
que le mariage est annulé et qu'ils peuvent tous rentrer chez eux. Julien. J'ai secoué la tête. Je ne comprends pas ce que vous dites. Il a fait un pas de plus en avant. Sa voix a baissé. Je dis que je peux prendre sa place. Je crois que mon cœur s'est réellement arrêté. Je dis que si vous voulez marcher vers cet hôtel, je vous attendrai au bout. Je dis que si vous voulez sauver la face, je vous offrirai le plus grand sauvetage de votre vie. Je dis que personne dans cette salle de bal n'a jamais rencontré Arthur à l'exception de sa propre famille, et que sa propre famille n'est pas là car ils sont tous mortifiés et sont déjà partis. Ils sont partis ? Ils sont partis il y a 20 minutes, par l'entrée de service. Il a eu un petit sourire sombre. Apparemment, Henri de Chabrol est un lâche, lui aussi. C'est de famille. Je ne pouvais pas parler. Donc. Julien s'est raclé la gorge. Personne dans cette pièce n'a la moindre idée de l'apparence du marié, à part les demoiselles d'honneur, qui, je le présume, vous sont fidèles, et l'officiant, avec qui, je suppose, on peut raisonner. Votre père et moi en avons déjà parlé. Il vous soutient dans tout ce que vous déciderez. C'est votre choix, Camille. Personne d'autre n'a le droit de le faire, juste vous. Pourquoi, ai-je dit, la voix enrouée. Pourquoi feriez-vous ça? Julien m'a regardé pendant un long moment. Parce que, a-t-il dit doucement, vous méritez mieux que de sortir d'ici la tête baissée. Et quelque chose dans sa façon de le dire, un infime éclat de quelque chose sous la voix calme et professionnelle m'a poussé à le regarder, vraiment le regarder, pour la première fois en 3 ans, et je l'ai vu. Je ne vais pas prétendre que j'ai tout compris à ce moment-là, mais j'ai vu quelque chose. Quelque chose qui s'était caché sous chaque séance de stratégie tard le soir, chaque café du lundi matin qu'il avait posé sur mon bureau sans qu'on le lui demande. Chaque fois qu'il m'avait présenté à un client comme le meilleur esprit marketing du bâtiment. Quelque chose qui attendait là depuis longtemps. D'accord, me suis-je entendu dire. Les yeux de Julien se sont écarquillés d'une fraction. D'accord. Faisons comme si tu étais le marié. Le reste de cet après-midi s'est déroulé comme un rêve que je regardais de l'extérieur. Mon père a fait venir le père Michel, l'officiant qui avait été engagé pour notre mariage, et lui a expliqué la situation. Le père Michel, Dieu le bénisse, était un prêtre qui avait vu beaucoup de choses en 40 ans de sacerdoce et il n'a même pas haussé un sourcil. Il a cependant passé un coup de téléphone et a expliqué que, puisque les bans et les documents légaux avaient été établis au nom d'Arthur et seraient donc légalement invalides si quelqu'un d'autre les signait, la cérémonie que nous allions célébrer serait, à des fins légales, purement symbolique. Nous pourrions passer à la mairie plus tard, a-t-il dit, si nous voulions que ce soit réel. Son ton lorsqu'il a dit « si vous voulez que ce soit réel » était doux, bienveillant et un peu amusé. Ma sœur Victoire, qui était apparemment la seule personne de ma famille proche dotée d'une capacité fonctionnelle à gérer le chaos, est descendue et a annoncé qu'en raison d'un léger retard, la cérémonie commencerait dans 30 minutes. Que la mariée allait très bien et qu'il y avait eu un changement de dernière minute qui serait expliqué lors de la réception. Elle a dit cela avec l'assurance d'un général 4 étoiles et personne ne l'a remise en question. Ma mère Catherine a été poussée dans la cuisine, on lui a donné une tasse de café et on lui a demandé de s'il te plaît, arrêter de boire. Le meilleur ami de mon père, un magistrat nommé François Delacroix, a discrètement accepté d'officier la véritable cérémonie civile en petit comité la semaine suivante si je le souhaitais. Mon père ne m'a pas demandé si je le souhaitais. Il l'a simplement organisé, car c'est le genre d'homme qu'est mon père. Et Julien Lemaire, mon patron, l'homme avec qui je travaillais depuis 3 ans et que je n'avais jamais considéré de manière romantique, a descendu le couloir jusqu'à la suite du marié où Arthur devait se changer, et il en est ressorti 10 minutes plus tard dans le smoking abandonné d'Arthur. Qui par un miracle ou une malédiction, lui allait presque parfaitement. Il m'a regardé dans le couloir avant que nous ne descendions. Dernière chance pour tout annuler, a-t-il dit. Dernière chance de t'enfuir, lui ai-je répondu. Et il a souri. Un vrai sourire. Le premier vrai sourire que j'ai jamais vu sur son visage. Je ne vais nulle part. Je me souviendrai de cette marche vers l'hôtel pour le reste de ma vie. Le quatuor à cordes jouait le canon en ré de Pachelbel. Le bras de mon père tremblait légèrement sous le mien et je ne savais pas si c'était à cause des nerfs, de la rage ou du soulagement. Les 300 invités se sont levés lorsqu'ils m'ont vu. Les flashs ont crépité. Quelqu'un au fond a eu le souffle coupé, car j'étais en effet éblouissante. Même moi,
Je peux l'admettre aujourd'hui. Et au bout de l'allée, sous une arche de roses blanches et de gypsophile, se tenait un homme qui n'était pas celui que j'étais censé épouser. Julien Lemaire m'a regardé avancer vers lui avec une expression que je n'avais jamais vue sur le visage d'un homme de toute ma vie. Personne dans la foule n'a remarqué l'échange. Pas une seule personne. La famille d'Arthur était partie. Ma famille élargie n'avait rencontré Arthur que 2 fois. Mes amis étaient trop occupés à pleurer et à prendre des photos pour regarder de près. Et tous les amis d'Arthur, ceux qui auraient pu s'en apercevoir, étaient apparemment au courant du voyage à Saint-Barth et ne s'étaient commodément pas présentés. Le père Michel a célébré une cérémonie magnifique et légèrement modifiée. Nous avons prononcé des vœux qui n'étaient pas juridiquement contraignants, mais que Julien a déclamés avec ce genre de voix lente et assurée qu'un homme utilise lorsqu'il pense chaque mot. J'ai prononcé les miens dans un état de transe. Lorsque le père Michel a dit « Vous pouvez embrasser la mariée », Julien s'est penché et a marqué une pause à environ 5 cm de mon visage, et il a chuchoté, si doucement que moi seul pouvais l'entendre, « Est-ce que ça va ?» Et j'ai chuchoté, « Oui ». Il m'a embrassé. Ce n'était pas une comédie. Lecteur, ce n'était pas une comédie. La réception a été un tourbillon de félicitations, de toasts et d'une première danse qui ressemblait moins à de la comédie et davantage à quelque chose que je ne pouvais pas encore nommer. Vers 21h, après que mon père eut prononcé un discours sur la famille et la résilience qui avait fait pleurer la moitié de la salle, Julien m'a entraîné sur la terrasse. L'air de septembre était frais. Les lumières du domaine brillaient derrière nous. Quelque part à l'intérieur, le DJ jouait du Etta James. Je te dois une explication, a dit Julien. Je pense, ai-je répondu prudemment, que j'aimerais bien une explication. Oui. Il a regardé le jardin sombre. Il est resté silencieux pendant un long moment. Il y a 3 ans, a-t-il finalement dit, une femme est entrée dans mon bureau pour un entretien d'embauche. Elle avait 26 ans. Elle avait 3 ans d'expérience en agence et elle avait préparé pour l'entretien une présentation qui était meilleure que tout ce que mes associés principaux avaient produit en une décennie. Je l'ai engagée sur le champ. Je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai dit à mon frère au téléphone que je venais de rencontrer la femme la plus intelligente de Paris. Je n'ai rien dit. 1 an plus tard, a-t-il poursuivi, elle est venue dans mon bureau pour m'annoncer qu'elle était fiancée. Je l'ai félicitée. Je l'ai emmenée avec son fiancé dîner au Meurice. Je leur ai envoyé un service de verre à vin en cristal pour leur fête de fiançailles. Je l'ai regardé sortir de mon bureau en tenant un écrin à bagues, puis je suis rentré chez moi et je me suis saoulé pour la première fois depuis mes 23 ans. Julien. Je n'ai jamais rien dit, Camille. Je n'ai jamais voulu être cet homme-là. Tu étais heureuse, j'étais ton patron et je n'en avais pas le droit. Alors, je n'ai rien dit. Pendant 3 ans, je n'ai rien dit. Et j'allais continuer à ne rien dire aussi longtemps qu'il le faudrait, parce que ton bonheur comptait plus pour moi que mes propres sentiments. Mais ensuite, je me suis assis dans cette salle de bal aujourd'hui, j'ai observé le visage de ton père, j'ai pensé à toi à l'étage, et j'ai su que si je te laissais sortir de ce bâtiment la tête baissée, je ne me le pardonnerais jamais. Il s'est tourné pour me regarder. Je ne te demande rien, Camille. Je ne te demande pas de me choisir. Je ne te demande même pas de signer les papiers à la mairie la semaine prochaine. J'avais juste besoin que tu saches que ce qui s'est passé là-dedans aujourd'hui n'était pas une faveur. Ce n'était pas de la charité. C'était la première chose complètement honnête que j'ai faite en 3 ans. Je l'ai regardé. J'ai regardé mon patron. J'ai regardé l'homme qui m'avait donné un emploi quand j'avais 26 ans, qui avait appuyé ma promotion quand j'avais 28 ans, qui avait remplacé le marié quand j'avais 29 ans, qui m'avait apparemment aimé tout ce temps sans jamais dire un mot. Julien, ai-je dit. Il a attendu. Quand tu m'as embrassé, tout à l'heure, faisais-tu semblant? Non, a-t-il répondu. C'était la chose la plus vraie que j'ai jamais faite. J'ai levé la main. J'ai posé ma main sur sa joue et je l'ai embrassé. Arthur de Chabrol est revenu de Saint-Barthélemy 11 jours plus tard. Il s'est présenté à mon appartement du Marais un mercredi après-midi, s'imaginant apparemment que j'allais l'accueillir à bras ouverts. Il était bronzé. Il portait une chemise en lin. Il avait eu l'audace d'apporter des fleurs. J'ai ouvert la porte. Je l'ai regardé. Je lui ai ri au nez. Camille, mon bébé, laisse-moi t'expliquer. Non. J'ai reculé. Non, en fait.
Laisse-moi t'expliquer. Ce qu'il ne savait pas, car il avait été trop occupé à passer des vacances avec Chloé Valois pour regarder les informations, c'était que le magistrat François Delacroix avait bel et bien célébré une discrète cérémonie civile le samedi précédent dans la bibliothèque de mon père. Avec ma famille et le frère de Julien comme témoins. Le mariage était juridiquement contraignant. Les papiers avaient été déposés. Il y avait un certificat dans un tiroir de ma chambre. Mon nom était désormais Camille Lemaire. J'ai expliqué tout cela à Arthur sur le pas de ma porte, lentement, avec la même voix calme que j'utilisais pour faire mes présentations trimestrielles au travail. J'ai regardé son visage passer par 17 nuances différentes et, quand j'ai eu fini, je lui ai pris les fleurs des mains, je les ai jetées sur le sol du couloir et je lui ai fermé la porte au nez. Et puis, parce que c'était apparemment une semaine de miracle, la véritable carrière d'Arthur a implosé environ 4 mois plus tard. Il s'est avéré que Chloé Valois, la femme avec qui il s'était enfui, n'était pas seulement sa collègue, mais aussi la nièce d'un investisseur majeur de l'entreprise de son père, et cet investisseur n'a pas du tout apprécié d'être humilié lors d'un cocktail à Saint-Tropez, où la nouvelle de la liaison s'était répandue dans la haute société parisienne comme une traînée de poudre. Arthur a été discrètement remercié de l'entreprise familiale. Henri de Chabrol a cessé de répondre à ses appels. Aux dernières nouvelles, il vendait des assurances pour yacht à Marseille. Je n'ai suivi aucun de ces drames. J'avais mieux à faire. Comme passer une deuxième lune de miel à Capri avec mon mari, car oui, nous en avons fait une, et oui, c'était merveilleux, et oui. J'ai pleuré la première nuit parce que je n'arrivais pas à croire qu'un homme puisse me regarder comme Julien me regardait et que j'avais failli passer totalement à côté. Comme adopter un chien dans un refuge, un croisé bigle nommé Gaston, qui a mangé l'un des mocassins italiens de Julien lors de sa première semaine chez nous, et que Julien a pardonné instantanément et sans hésitation. Comme écouter la mère de Julien, une femme farouche de 75 ans originaire de Bordeaux nommée Éléonore, me prendre à part lors de notre premier repas de famille pour me dire, les larmes aux yeux, qu'elle attendait depuis 30 ans que son fils ramène à la maison une femme qui le fasse rire comme ça. Comme ma sœur Victoire qui s'est fiancée un an plus tard avec un gentil médecin qui, lui, se présentait réellement aux événements. Comme mon père, l'indestructible Gérard Beaumont, prenant Julien à part lors du dîner de répétition de notre renouvellement solennel de vœux pour notre premier anniversaire, et lui disant, d'une voix lourde d'émotion, qu'il avait toujours su que j'avais choisi le mauvais homme la première fois et qu'il n'avait jamais été aussi heureux d'avoir raison. Comme découvrir, par un froid matin de décembre, 2 ans après ce mariage rocambolesque, que j'étais enceinte de jumelles, regarder Julien s'asseoir sur le sol de la salle de bain de notre appartement et pleurer, et lui dire, en m'asseyant à côté de lui, qu'il s'avérait que les commentateurs d'Internet qui nous avaient souhaité des jumeaux dans un univers parallèle avaient finalement vu leurs vœux s'exaucer. Je repense parfois à cet après-midi. L'après-midi où je me suis tenu dans cette suite nuptiale à attendre un homme qui n'allait jamais venir. Je pensais que c'était le pire jour de ma vie. Aujourd'hui, je sais que c'est le jour où ma véritable vie a commencé. Parfois, les gens qui nous quittent ne sont pas la tragédie que nous pensons. Parfois, ils sont la porte qui se ferme pour que la bonne puisse s'ouvrir. Parfois, l'homme qui vous abandonne à l'hôtel n'est pas un monstre. Il est une libération. Il fait de la place. Il s'écarte du chemin de quelqu'un qui était déjà là, qui attendait déjà, qui vous aimait déjà depuis tout ce temps. Silencieusement, sans exigence, sans prix, sans condition. Je n'ai pas marché vers l'hôtel pour rejoindre l'homme que j'étais censé épouser. J'ai marché vers l'hôtel pour rejoindre l'homme qui m'était destiné. Et son nom est Julien Lemaire. Et je suis sa femme. Et voilà l'histoire de la façon dont j'ai perdu un fiancé et trouvé un mari, tout cela le même après-midi, dans une salle de bal à Neuilly-sur-Seine, entourée de roses importées et de 300 personnes qui croient encore à ce jour qu'elles ont assisté au plus beau mariage de la saison. Ce qui, à bien y réfléchir, a bel et bien été le cas.